Bonjour, bienvenue sur mon site e-génieclimatique.com et sur ma chaîne YouTube Temel Darty. Donc aujourd'hui nous allons voir la suite de la partie les pré-réglages du brûleur gaz. Donc comme d'habitude on va commencer par les avertissements. Donc ce document n'est qu'un support pour la révision des bases des sujets qu'il traite. Il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes, gardez toujours ça en tête. Donc si vous voulez signaler des erreurs ou apporter des précisions, vous pouvez aller sur le forum à cette adresse. Donc sur e-génieclimatique.com, sur le forum brûleur gaz et sur le topic qui est consacré. Donc voilà comment est-ce que j'ai composé cet article en trois grands chapitres. Donc le chapitre numéro 1, le brûleur à air soufflé. En sous-catégorie donc le Riello RS38. Après je parle de la documentation technique du brûleur. Les données techniques de base, la description du brûleur, la courbe des pertes de charge aérolique du brûleur, le diagramme qui permet de déterminer la longueur de flamme, bon ça c'est plus pour information, le tableau sur les pressions du brûleur, la longueur de la tête de combustion, le réglage de la sonde d'ionisation et de l'électrode d'allumage, le réglage de la tête de combustion, le schéma électrique, que je montre là en information aussi, le servomoteur, le diagramme de phase. Donc ça c'est pour la partie 1, le brûleur à air soufflé. Donc sur la partie 2, je parle de divers renseignements, et sur la partie 3, donc je fais le bilan de cette recherche d'informations, la conclusion. Donc la partie 1, le grand 1, le brûleur à air soufflé. 1.1, le Riello RS38. Donc après avoir traité la chaudière, on va voir le brûleur. Sur cette chaudière, il y a installé le brûleur Riello RS38. Donc là on voit la figure 8, le Riello RS38 et la chaudière, la FBG 350. Donc voilà à quoi elle ressemble. Ici bon, la chaudière. Et ici le brûleur. Donc on peut voir sur la plaque cinétique du brûleur différentes informations. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit sa puissance mini et maxi. 105 kW jusqu'à 440 kW. Bon, on voit bon, que ça marche au gaz. Bon, c'est une petite plaque qui vous permet d'avoir les références exactes du brûleur pour trouver sa documentation technique. Par exemple, si je devais arriver sur un site et si je n'avais pas la documentation, j'appellerais directement un revendeur Riello ou carrément Riello, contacté par email, et je leur fournirai ces références exactes pour leur demander la documentation exacte de ce brûleur. Donc 1.2, la documentation technique du brûleur. 1.2.1, les données techniques de base. Donc on voit un tableau, donc figure 10, données techniques. Ce tableau est issu de la documentation technique du brûleur Riello. Donc il nous montre le RS28, le RS38 et le RS50 et ces données techniques. Donc c'est un peu le pedigree du brûleur. On lit que le modèle RS38 de type 810T1 a une puissance en deuxième allure réglable de 440 kW à 232 kW. Sa plage de fonctionnement en deuxième allure peut être réglée de 232 à 440 kW. Une puissance en première allure dans le réglage minimum est de 105 kW. Donc cette valeur est une indication. Hein, ce qui compte, ce n'est pas de condensé dans le conduit de fumée. Donc c'est ça surtout qui règle la première allure. Hein. Donc en principe c'est aux alentours de 110 degrés sur le conduit de cheminée. Ça dépend du conduit de cheminée s'il est isolé ou pas, ça dépend aussi du type de chaudière. Donc son combustible est le gaz naturel, on peut lire G20, ce qui veut dire gaz H 20 millibars.
ce qui signifie qu'on pourrait le raccorder directement aux 20 millibars. Dans notre cas, on passe par un régulateur de pression car on est branché sur une distribution gaz 300 millibars. On lit que la pression débit maxi dans la tête de combustion PBR, c'est ce que j'appelle PBR, c'est la pression brûleur, ou on peut l'appeler aussi non dans les vidéos que j'ai mis sur Thémet Lardy, j'emploie souvent le terme de PBR, pression brûleur ou prise pression brûleur. Donc c'est le repère 8 de la figure 11 et de 6,6 millibars. Donc la figure 11 c'est ça, c'est la description du brûleur. Donc le repère 8. Donc le repère 8 il est là. On le voit, c'est la prise pression, elle est ici. Donc on lit que la pression de débit maxi dans la tête de combustion PBR, c'est le repère 8 de la figure 11, est de 6,6 millibars pour une pression foyer de 0 millibars. Alors qu'est-ce que ça veut dire 0 millibars, une pression foyer? Donc ce qui signifie que si j'ai une pression foyer de 3 millibars, donc ça c'est en fonctionnement en puissance deuxième allure maxi, ma pression PBR, donc si j'ai une pression foyer de 3 millibars, ma pression PBR dans la tête de combustion pour une puissance maxi de 440 kW sera de 6,6 millibars. Plus 3 millibars, soit 9,6 millibars, soit 96 mm de colonne d'eau. Donc le constructeur me dit que pour 440 kW, ma pression dans la tête de combustion, comme ma pression brûleur, est de 6,6 millibars pour une pression foyer de 0 millibars. Donc ça, en fonctionnement réel, c'est pas possible, parce qu'il y a toujours une pression foyer. Et la chaudière, donc la FBG 350 units, nous indique que pour une puissance flamme de 440 kW, les pertes de charge seront de 3 millibars. Donc, pour vraiment connaître ma pression réelle dans le brûleur, dans la tête de combustion, donc je dois additionner ces 3 millibars, donc 6,6 plus 3 millibars, ça m'a fait 9,6 millibars. Donc si je trouve en fonctionnement réel 7 millibars, et ben c'est que je suis pas en puissance maxi, il me manque encore quelques millibars. Donc soit 96 mm de colonne d'eau. Donc l'intérêt, comme je l'ai déjà dit, l'intérêt de la colonne d'eau, c'est qu'on peut mesurer des pressions extrêmement faibles. Enfin, 1 millibar, c'est pas beaucoup, et c'est précis. Donc si je lis sur ma colonne d'eau 9,6 cm, donc 96 mm de colonne d'eau, ben je sais que j'ai 9,6 millibars. C'est de la physique, c'est P égale ρGH. Avec un manomètre à aiguille, mesurer 9,6 millibars, à mon avis, c'est pas possible. Donc c'est un brûleur 1 ou 2 allures et que son fonctionnement est intermittent. Donc ça veut dire qu'il est nécessaire que le brûleur s'arrête une fois par 24 heures. Donc c'est pour contrôler que le coffret de sécurité fonctionne toujours correctement. C'est le fabricant du coffret de sécurité qui l'impose. Donc oui, il y a des coffrets de sécurité, ils peuvent marcher, par exemple sur des brûleurs industriels, ils peuvent marcher sans s'arrêter, quoi. Donc là, ce brûleur-là doit obligatoirement être arrêté une fois tous les 24 heures. Donc en principe, c'est fait par la régulation. Lorsque l'aquastat limiteur est atteint, ben, le brûleur s'arrête. Mais bon, si on est sur un hiver très dur, il fait au moins 15 dehors, je suis pas sûr que le brûleur s'arrête, quoi. S'il est tout le temps en demande. Donc la documentation nous apprend que le moteur du ventilateur est monophasé, qu'il consomme 600 watts et produit un bruit de 70 décibels. Donc c'est la partie la plus bruyante du brûleur, plus le bruit grave de la flamme dans la chaudière. Son transformateur d'allumage consomme au primaire 1 ampère et est alimenté en 230 volts, et que le secondaire fournit une tension de 8000 volts pour une intensité de 20 mA. Donc bon, ça peut être intéressant de contrôler au démarrage la consommation du primaire. 1, 2, la description du brûleur. Dans la notice technique, on a en principe les vues détaillées du brûleur, la vue de dessus, la vue de côté, la vue de derrière, où chaque élément est repéré. On porte une attention particulière sur la vis de réglage de la tête de combustion en 3, qui est ici. Donc là, 3, c'est ici, là.
Donc cette vis là sert à régler la cote Y. Donc ce qu'on entend par cote Y, c'est le ratio entre l'air primaire et l'air secondaire. C'est-à-dire c'est l'ouverture ou la fermeture de la tête de combustion, si c'est une tête à serrage avant ou à serrage arrière. Donc ça se fait sur ce brûleur là avec cette vis qui est ici, c'est le 3. Vis pour réglage tête de combustion. Dans d'autres documentations, Koeno ou Eshot, on entend souvent la cote Y. Donc c'est ça. La prise de pression R, donc en 7. Donc cette prise sert à prendre la valeur de l'air secondaire. Donc pareil, c'est des valeurs manométriques très faibles, donc colonne 2 obligatoire. Hein. C'est pas la peine de mettre un manomètre 300 millibars dessus, hein, vous aurez rien. Et même sur un manomètre 0,60 millibars, je suis pas sûr qu'on puisse y lire quelque chose. La prise de pression gaz 8, donc PBR, donc la prise la plus importante. Et le servomoteur qui est en 11, qui est ici. Donc là je vais zoomer. Donc là on voit le servomoteur qui est ici, là. Avec ça, donc ça c'est la cam profilée qu'on réglait avec un système de vis, on verra ça plus tard. Et ça c'est la biellette donc on voit quand le servomoteur bouge, ça fait tourner un clapet de 0 à 90 degrés. Donc quand ça fait tourner de 0 à 90 degrés, c'est l'angle d'ouverture. 0 degré c'est fermé, 90 degrés c'est ouvert à 100%. Donc le clapet a une position à 90 degrés. Et donc là, ça c'est le clapet gaz. Et là donc on ne voit pas là, mais à l'intérieur le servomoteur contrôle contrôle le clapet d'air. Lui contrôle à l'intérieur, l'axe est relié à un clapet d'air et la biellette est reliée au clapet gaz. Donc quand lui tourne, le clapet gaz donc tourne et le clapet d'air tourne aussi. Et la cam profilée sert justement à contrôler l'ouverture du clapet d'air. Parce que j'expliquerai mieux plus tard, mais lorsque le servomoteur est à 0 degré d'ouverture, le clapet d'air est fermé et le clapet gaz est fermé. Mais lorsque le servomoteur sera à 90 degrés d'ouverture, le clapet gaz sera bien à 90 degrés d'ouverture. Par contre, le clapet d'air, suivant la cam profilée, c'est-à-dire qu'on tourne les vis et ça modifie le profil de la cam, le clapet d'air sera peut-être ouvert qu'à 60 degrés. Ou 90 degrés suivant comment il règle les vis, mais on peut l'ouvrir qu'à 50 degrés. Donc lui il est réglable. Donc là j'ai surligné les valeurs les plus importantes. Donc 3 la vis pour réglage de la tête de combustion, hein, qui est ici, côte Y. 7 prise de pression d'air. 8 prise de pression gaz et vis de fixation de la tête. Donc pour le riello c'est important parce que pour pouvoir enlever la tête de combustion il faut démonter ça. Et 11 le servomoteur de commande de la vanne papillon du gaz. Bon ils appellent ça un papillon. Ouais. Donc servomoteur de commande de la vanne papillon du gaz. Et par cam à profil variable du volet d'air. Donc lors de l'arrêt brûleur, le volet d'air est totalement fermé pour réduire au minimum les dispersions de chaleur de la chaudière dues au tirage de la cheminée qui aspire l'air par la bouche d'aspiration du ventilateur. Donc là, il faut dire que la documentation Riolo pour ça est bien faite. On a donc tous les éléments du brûleur qui sont listés et avec quelques explications. Bon, le problème c'est que c'est italien et c'est traduit en français. Des fois, il y a des termes un peu étranges. Donc si vous voulez lire tout le descriptif brûleur, vous pouvez le lire sur mon blog. Donc
Donc 1, 2, 3. La courbe des pertes de charge aérolique du brûleur. La chaudière Atlantic Guillot FBG 350 pour une puissance flamme de 380 kW crée une perte de charge de 30 décapascales, soit 3 millibars, 30 mm de colonne d'eau. D'après la documentation technique du brûleur Riello RS38, lorsque je règle le débit gaz au brûleur pour qu'il développe une puissance calorifique de 380 kW, son ventilateur peut alimenter en air une combustion de 300 kW à condition que la perte de charge ne dépasse pas 6,2 millibars. Donc là on voit ce petit schéma là, cette courbe. Sur l'axe des abscisses, on voit la puissance en mégacalories en kilowatts du brûleur. Et sur l'axe des ordonnées, on voit donc des valeurs qui vont de moins 1 à 9 en millibars que l'on peut avoir dans la chambre de combustion. Donc ça un peu c'est le modèle de vol du brûleur. En dehors de ce modèle de vol, c'est comme un avion, en dehors de ces paramètres là, le brûleur ne peut pas marcher correctement. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une chaudière qui fait donc là j'ai mon brûleur là qui est à 380 kWh. Si je suis sur une chaudière qui a par exemple 8 millibars de perte de charge, et bien si je règle mon top gaz à 380 millibars, je suis sûr d'une chose, c'est que je vais faire du CO au taquet. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais régler ma combustion. Ça sera impossible. Pourquoi? Parce que le schéma le montre bien. À 380 kW, le max, c'est 6 millibars de perte de charge. Donc si je mets 8 millibars, si j'ai une chaudière qui fait 8 ou 9 millibars de perte de charge, et bien le brûleur sera incapable de fournir l'air nécessaire pour faire la combustion correcte du gaz. Donc là, on constate que le brûleur peut vaincre facilement les 3 millibars, vu que ma chaudière Atlantique, la Guillot, là, pour cette puissance-là, d'après la doc constructeur, j'aurai une perte de charge de 30 décapascales, soit 3 millibars. Le brûleur Riello peut monter jusqu'à 6,3 millibars. Donc on constate que le brûleur peut vaincre facilement les 3 millibars de perte de charge du circuit gaz de la chaudière, car 6,2 est supérieur à 3 millibars. On constate aussi que le brûleur est à 86%. Voilà. On constate aussi que le brûleur est à 86% de sa puissance maximum. Donc voilà, hein, la puissance minimum à peu près ici, là, 110, 120, jusqu'à 440 kW. Donc on constate que le brûleur est à 86% de sa puissance maximum, ce qui nous indique que le brûleur aura une bonne autorité sur la régulation de la chaudière. Cette notion d'autorité du brûleur sur la chaudière est très importante pour avoir une bonne régulation avec des brûleurs modulants. Donc le brûleur est bien adapté à la chaudière. Alors, la notion d'autorité du brûleur, c'est un peu comme la notion d'autorité de vanne, hein. Ça c'est hyper important en hydraulique. D'ailleurs, quand j'aurai fini les brûleurs gaz et fuel, je réviserai l'hydraulique, hein, ce qui est à la limite encore plus important que les brûleurs, parce qu'il faut savoir que un brûleur, lorsqu'il est installé, lorsqu'il est entretenu, et puis lorsque c'est un brûleur de marque, bon, ça ne tombe jamais en panne. Ou ça tombe en panne vraiment très rarement. Donc l'autorité d'un brûleur, c'est un peu comme l'autorité de vanne, c'est-à-dire que il faut pas qu'il fonctionne en fonctionnement tout ou rien. Il faut qu'il puisse moduler sur toute sa plage de puissance. C'est-à-dire que là, comme je suis à 86% en puissance maximum, bon là c'est un 2 allures, donc c'est peut-être un petit peu moins vrai, on va dire. Mais par exemple, si c'était un modulant, il faut vraiment qu'il puisse moduler sur toute sa plage pour avoir une bonne autorité. Une bonne autorité, ça veut dire que voilà, il module sur toute sa plage. Parce que s'il doit moduler 0 ou 1, donc en tout ou rien, bon, c'est pas une bonne autorité, ça. L'autorité du brûleur, c'est sa capacité à réguler sur
toute sa plage de fonctionnement. C'est-à-dire que bon là c'est un 2 allures, hein. Parce que le but d'avoir bon, un brûleur modulant, c'est pas avoir un fonctionnement en tout ou rien. C'est-à-dire, j'imaginons, j'ai une chaudière de 300 kW, le brûleur peut fonctionner jusqu'à 600-700 kW. Bon, dès que le brûleur va se mettre en marche, il va atteindre tout de suite les 300 kW. Donc ça sera 300 kW ou 0 kW. Donc ça sera un fonctionnement tout ou rien. Donc au niveau fonctionnement, c'est pas super. C'est pas super parce que déjà à cause à chaque allumage, il faut savoir que le brûleur il pollue, il produit un peu de CO et donc c'est pas super. Et puis au niveau de la régulation, c'est impossible à réguler au niveau de la température vu qu'à chaque fois il y aura des à-coups. Voilà. Puis il faut savoir aussi que, donc, comme je l'ai déjà dit, tant qu'on est dans le gris, ça veut dire que le brûleur fonctionnera correctement. Mais il ne faut pas non plus être en limite là, entre le gris et le blanc. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est fait pour un brûleur et une chaudière qui sont neuves. Donc, c'est-à-dire sans encrassement. Mais avec le temps, même si le gaz, bon, c'est pas du fuel, hein, il n'y a pas de suie en principe à l'intérieur. La poussière, par contre, sur les pales du brûleur, hein, c'est une roue centrifuge, ou même un petit peu de saloperie dans la chaudière, et ben, les pertes de charge vont obligatoirement augmenter. Donc si on est à la limite de fonctionnement du brûleur, et ben, dès qu'il y aura un petit peu de saloperie dans le brûleur, et ben, on va faire tout de suite du CO. Donc ça c'est pas bon. Donc là on voit qu'à 3 millibars pour ce brûleur là, on voit que bon, même s'il y a un peu de crasse dans la chaudière, le brûleur arrivera, on pourra le régler quoi. Il y a de la marge. 1, 2, 4, le diagramme qui permet de déterminer la longueur de flamme. Bon, donc ça c'est plus pour information, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on voit là? On voit un diagramme. Sur l'axe des ordonnées, on a, on a des valeurs qui vont de 0,5 à 6 mètres. Donc c'est la longueur de la chambre de combustion. Sur l'axe des abscisses, nous avons donc la puissance, hein. La puissance flamme en mégacalories. Donc là, c'est pas en kilowatts, hein, c'est en mégacalories. Et donc en haut, on a un autre axe, on a d'autres valeurs, 40, 50, 60, 80 et 100, qui représentent le diamètre de la chambre de combustion. Donc après, on a une petite formule. Et lorsqu'on rentre toutes les informations, eh bien ça nous donne la longueur théorique de la flamme. Donc là on a un petit exemple, hein, pour une puissance de 350 mégacalories heure, pour un diamètre de 50 cm, la longueur de la flamme sera de 1,5 m. 1, 2, 5, le tableau sur les pressions du brûleur. Lorsque le brûleur est en fonctionnement, les valeurs des pressions gaz qui sont dans le tableau, nous devrions les retrouver en fonctionnement. Bon, c'est pas très français ce que je dis, mais bon, un exemple. Par exemple, pour une puissance flamme de 380 kW, nous devrions trouver une pression gaz dans la tête de combustion de 5,4 millibars, soit 54 mm de colonne d'eau, avec une pression foyer de 0 millibars. Donc, comme je l'ai dit avant, donc 54 mm de colonne d'eau, 5,4 millibars pour une pression foyer de 0 millibars. Donc je sais que ma pression foyer pour cette puissance-là sera de 30 décapascales, soit 3 millibars. Donc 5,4 plus 3, ça fait 8,4. Donc en fonctionnement, pour une puissance flamme de 380 kW, donc nous devrions rajouter 3 millibars de pression foyer, soit 5,4 plus 3 égale 8,4 millibars. Donc si je mets ma colonne d'eau, je devrais trouver cette valeur-là. Donc, grâce à ce tableau, si on connaît la pression gaz dans la tête de combustion, on connaît approximativement la puissance développée. Pour cela, il faut mesurer en 1 la pression gaz dans la chambre de combustion et soustraire la valeur de la pression qui règne dans la chaudière, voir l'exemple du RS28. Donc là, il y a un petit exemple
qui est ici, RS28. Bon là je vous invite à le lire sur le blog, hein, parce que c'est un petit peu long. Ou sur YouTube en faisant pause. Donc ça c'est l'exemple du RS28. Je suis obligé de dézoomer. Voilà. Donc là on peut le lire entièrement. Donc là si vous voulez lire, vous faites pause. Donc voilà. On voit ce tableau là, RS38 et le taper en millibars. Donc RS38, donc 380 kW. Donc en 1, 5,4 millibars. En 2, je devrais avoir 0,4 millibars. Et après ça, c'est les diamètres des rampes gaz. Donc en 1, donc là on a le schéma. Donc en 1, c'est ici. Donc c'est PBR. Et en 2, c'est au niveau du clapet. Donc là on voit, donc ça c'est la rampe gaz, hein. Donc le F c'est le filtre, le R c'est le régulateur de pression, donc la VS, VSVR donc c'est le bloc, le multi-bloc gaz, VS c'est la vanne de sécurité, donc ouverture en tout ou rien, et VR c'est la vanne de régulation. Donc la vanne de régulation, en réalité il y a deux allures, première allure et deuxième allure. En réalité dedans il y a, on va dire, c'est comme s'il y avait deux vannes quoi. Deux électrovannes je veux dire. Donc l'intérêt d'avoir donc cette valeur là pour 380 kW, je dois mesurer 5,4 millibars en 1 pour 0 millibars de pression foyer. Donc, comme je l'ai déjà dit, il faut ajouter 3 millibars, donc 8,4 millibars pour une pression réelle. Donc l'intérêt, c'est par exemple si on n'a pas de compteur gaz pour faire un top gaz, on sait que sur ce brûleur là, le constructeur nous dit que en mettant donc une colonne d'eau ici, pour être précis, donc si je mesure 54 mm de colonne d'eau, donc plus mes 3, donc j'ai oublié, donc c'est combien de... Donc voilà, donc pour 380 kW, je dois trouver 5,4 millibars, plus ces 3 millibars de pression foyer, donc 8,4 millibars. Donc si je mets ma colonne d'eau et si je mesure 84 millibars, je peux en déduire que je suis approximativement aux alentours de 380 kW. C'est le constructeur qui me le dit. Bon, bien sûr, ça ne remplace pas un top gaz, hein. Le mieux c'est le top gaz, parce que là au moins on sait exactement ce qui passe dans le brûleur. Donc voilà, pour lire en détail justement l'explication du tableau. Donc il y a un petit encadré à la pression du gaz là. Donc je vous invite à lire sur le blog, car c'est assez long. Pourquoi c'est assez long? Et là je clique donc pour ceux qui sont sur YouTube pour pouvoir le lire. Donc là c'est lisible. Et bien d'appuyer sur pause. Voilà. 1, 2, 6, la longueur de la tête de combustion. Sur les brûleurs, il existe des têtes longues, des têtes demi-longues et des têtes courtes. Le choix de la longueur de la tête dépend de la chaudière et plus particulièrement de l'épaisseur de sa porte et du réfractaire qui est placé dessus. Il faut étudier la documentation de la chaudière ou appeler le constructeur pour faire le bon choix de la longueur de buse. Voilà, c'est-à-dire plutôt la longueur de la tête. Donc là on a un schéma de Riello, donc je clique dessus pour le voir en plus gros. Donc on voit le brûleur, on voit la tête de combustion là. Et là on voit donc ça, là c'est la porte. Et ici là c'est le réfractaire. Et là donc c'est la chaudière, l'échangeur. Et ça c'est les tubes de fumée ça. Et là on voit en 13, les fumées passent par là. Donc qu'est-ce qu'on nous indique? On nous indique que la longueur de la buse, donc en français on dirait plutôt la longueur de la tête, doit être choisie selon les indications du constructeur de la chaudière. En tout cas elle doit être supérieure à l'épaisseur de la porte de la chaudière, matériau réfractaire compris. Donc là on a différents exemples, hein, courtes, longues, par rapport à différents brûleurs Riello. Pour les chaudières avec circulation des fumées sur l'avant, donc 13, c'est ici là. Ou avec chambre à inversion de flamme, réaliser une protection en matériau réfractaire, donc c'est ici, entre réfractaire chaudière et buse. C'est le 12, c'est ici. La protection doit permettre l'extraction de la buse, donc oui, c'est-à-dire que ça doit être démontable, hein, sans toute... il
faut pouvoir enlever la tête sans que le réfractaire ou la tresse tombe. Pour les chaudières dans la partie frontale et refroidies par eau, le revêtement réfractaire n'est pas nécessaire, sauf indication précise du conducteur de la chaudière. Donc là, si on met si on met des briques réfractaires, c'est parce que la porte en acier, donc là je sais pas par contre si c'est de l'acier réfractaire, mais la porte en acier n'est pas irriguée. Donc si vous chauffez de l'acier à une certaine température, l'acier se déforme. Donc obligatoirement, si l'acier est déformé, après la porte vous ne pourrez plus la fermer, donc même plus mettre le brûleur, donc ça détruit la chaudière. Ici, dans l'échangeur, il n'y a pas de briques réfractaires, donc c'est normal, parce que c'est l'eau qui absorbe les calories, qui les évacue. Par contre, c'est pour ça qu'il y a un détecteur de débit, un flow switch. C'est parce que si la chaudière n'est pas irriguée, ou s'il n'y a pas assez d'eau, ou s'il n'y a pas d'eau, ben là vous pouvez détruire la chaudière si le brûleur fonctionne. Donc voilà, le schéma est clair. Si vous voulez le voir, ben appuyez sur pause. 1.2.7, le réglage de la sonde d'ionisation de l'électrode d'allumage. Donc on voit sur ce schéma la distance de la sonde d'ionisation par rapport au déflecteur, que l'on appelle aussi l'accroche-flamme. La distance de l'électrode d'allumage par rapport au déflecteur, donc l'accroche-flamme. Pour ne pas avoir de problème à la mise à feu, il faut contrôler ces valeurs sur la tête de combustion. Donc là on voit, donc j'agrandis. Donc là on voit la cote entre le déflecteur et la sonde d'ionisation, il faut être compris entre 2 et 4 mm. Donc là c'est assez clair. Là on voit l'électrode d'allumage, donc c'est là où il y aura l'arc électrique de 8000 volts, qui doit être compris donc entre 0 et 1 mm. Sur le RS28, le RS2838, bon là c'est le RS50, c'est un autre système. Bon là c'est... sur ce brûleur là, la sonde d'ionisation est assez simple à régler, quoi. Donc bien sûr, ces valeurs de préréglage sont très importantes, surtout bon l'électrode d'allumage, si elle est... Donc là on a 8000 volts pour faire l'arc électrique, mais si l'électrode est trop loin de la masse, ben, il n'y aura pas d'arc. Donc ça ne marchera pas, la mise à feu ne se fera pas. Et si la sonde d'ionisation est mal placée, eh bien, la détection de flamme ne se fera pas et mettra le brûleur en défaut. Bon, dans les deux cas, le brûleur sera en défaut parce qu'il n'y aura pas de flamme. Donc très important à contrôler. 1.2.8, le réglage de la tête de combustion. Sur le RS38, au niveau de la tête de combustion, il faut régler l'air secondaire avec la vis 4A et régler le gaz avec la bague de B. Donc là, 4A et 2B, donc figure A, numéro 4, donc ça c'est la vis pour régler la cote Y, c'est la ratio entre l'air primaire et l'air secondaire. Et régler le gaz avec la bague de B, donc on est en B, et la bague elle est ici. Là. Donc là, on va le voir un petit peu mieux là. Donc ça c'est la bague en B. Et là on voit donc ici là, on raccorde donc dans le brûleur, c'est la rampe gaz rentre ici. Et là on voit ce petit trou là, ce petit orifice. Quand on tourne la bague gaz, en réalité, on bouche ce petit trou pour qu'il y ait moins de débit gaz qui rentre. Donc avec le diagramme en C, on détermine le réglage de l'air et du gaz au niveau de la tête de combustion. Donc le diagramme en C, il est là. Donc c'est là on voit que pour régler ce brûleur là, on est obligé d'avoir la documentation constructeur. Parce que c'est le constructeur qui fournit son diagramme. Et là, sans diagramme, pour ce type de brûleur là, on ne peut pas le régler. Donc on va le voir après. Parce que cette valeur là, on peut pas la prendre au pif, quoi. Donc pour une puissance flamme de 380 kW, on peut voir que sur le RS38, on tombe sur la valeur 4,2. Ce qui veut dire que je dois mettre la vis du réglage de l'air, donc c'est la cote Y, sur la quatrième encoche. Les valeurs vont de 0 à 6. 0 c'est le minimum d'air secondaire et 6 c'est le maximum d'air secondaire. Je règle la bague gaz de B sur la valeur 4. Les valeurs vont de 0 à 6. 0 représente la valeur minimum de gaz et 6 le maximum. Donc voici ce schéma. Je vais le dézoomer. Voilà. Donc là on a un autre brûleur là. Donc il est réglé à 380 kW en puissance flamme. Donc je projette, donc là je suis sur l'axe des abscisses, je projette une verticale
Donc là on voit qu'il y a des différentes pentes, trois courbes, trois droites je veux dire. Donc là on a le ERS28, ERS38 et ERS50. Donc nous on est sur le ERS38. Donc je vois qu'à 380 kW, eh ben, dès que je croise la courbe, dès que j'atteins l'intersection de la courbe, ben, je projette sur l'axe des ordonnées et je lis à peu près 4,2 que j'ai cité avant. Donc là, petite explication complémentaire, l'encadré réglage tête de combustion. Donc bah, pour ceux qui veulent lire, bah, vous appuyez sur pause. Et pour ceux qui l'écoutent, bah, vous pouvez le lire sur le blog. Il y a aussi d'autres informations complémentaires. Là, si vous allez voir la vidéo Riello RS38 fiche résumé rapide, à 3 minutes 27, je parle de ce passage-là. Donc là, vous avez le lien, là, bah, vous pouvez cliquer dessus. Donc je règle la bague gaz. Donc voilà, donc une fois que j'ai pris ces valeurs-là, donc dans ce tableau-là, ben, je les règle, hein, c'est-à-dire je tourne ma vis jusqu'à la bonne encoche, donc c'est 4. Et là, je tourne là, la petite bague jusqu'à la valeur 4. Donc là, après, si vous pouvez regarder la vidéo qui est ici, là. Donc là, j'ai mis le lien, et puis là, je l'ai intégré sur le blog. Donc vous cliquez, vous allez à 3027 et vous verrez de quoi je parle. Donc pour retirer la tête de combustion, il suffit d'enlever la vis 1. Donc là, bon là on la voit pas, là c'est dommage. Donc là, vous voyez, j'ai retiré la tête de combustion là, sur cette photo là. Je la tiens dans la main, quoi, à l'intérieur. Donc pour retirer la tête de combustion, il suffit d'enlever la vis 1, donc du D. Cette vis sert aussi à la prise pression brûleur et de retirer la tête de combustion à l'extérieur du brûleur. Et là on peut faire réglage. Donc là il faut faire attention quand on la remet parce que la tête de combustion peut être mal remise. Donc après ça fait une fuite de gaz, donc il faut faire très attention. La documentation nous montre la ligne alimentation gaz dans son ensemble, donc c'est intéressant de regarder aussi. Donc voilà à quoi ça ressemble, une rame gaz. Donc tout ça là. Donc pour ceux qui veulent le lire, parce que c'est assez loin à lire, donc vous pouvez appuyer sur pause, là, ligne alimentation gaz, rame gaz. Et pour la légende, donc là je vais dézoomer pour voir le bas de la légende. Donc pareil, si vous voulez le lire, vous pouvez appuyer sur pause ou aller sur le blog pour le lire. D'ailleurs, ça sera mieux sur le blog parce que là, je peux pas zoomer comme je veux. Là. 1, 2, 9, le schéma électrique. La documentation du brûleur permet d'avoir le schéma électrique du brûleur. Ce schéma servira pour le dépannage si le brûleur ne fonctionne pas. Voici le schéma électrique du brûleur. C'est un schéma multifilaire et je dirais en représentation topographique, car en haut, j'ai le coffret de sécurité. À droite, j'ai le servomoteur et en bas, j'ai la fiche européenne de raccordement du brûleur à la chaudière XP7, XP4 de la fiche du multibloc gaz XP6. Donc voilà le schéma, voilà à quoi il ressemble. Donc ce type de schéma est illisible et incompréhensible car il est brut sans aucune explication et commentaire. Pour que ce schéma soit intelligible, il faut y apporter des annotations et commentaires en utilisant les informations du diagramme de phase et du servomoteur. On verra ça dans la série d'articles sur le dépannage. Donc, bon, ça c'est visuel, hein, pour expliquer oralement ça va être difficile. Donc là je vous invite à aller sur le blog pour voir le schéma ou regarder sur YouTube. Donc voilà le schéma électrique du Riello. Donc c'est un schéma qui est relativement simple par rapport au LFL1 qui est un petit peu plus compliqué. Bon, la particularité de ces schémas-là, c'est que là, ils sont bruts, comme je l'ai dit, et je vous défie de le comprendre. C'est illisible. Et même moi, qui ai commencé, donc j'étais électricien industriel, technicien de maintenance industrielle, en rentrant en formation, et vu la documentation, vu comment elles sont faites, j'y comprenais rien. En tout cas au début. Donc l'explication de ce schéma-là, je le ferai lorsque je réviserai les articles de dépannage. Donc, en gros, ça c'est la légende du schéma. Donc, si vous voulez la lire, vous appuyez sur pause. Donc, ça c'est la légende du schéma.
Si vous voulez la lire, ben, vous appuyez sur pause. Donc ça c'est le schéma électrique brut, hein. Donc on voit qu'il est quand même assez tendu, hein, pour le comprendre. Donc voici la suite du schéma électrique, c'est la partie à l'extérieur du brûleur. Vous voyez, donc là, donc ça c'est le coffret de sécurité. Le coffret de sécurité est ici, là c'est le servomoteur. Voilà, c'est une petite prise U, là c'est pour un petit appareil à LED de Riello, qui sert à rien. Ça c'est donc les prises de raccordement vers la chaudière. Non. Voilà la partie du schéma électrique en dehors du coffret de sécurité du brûleur. Donc ça c'est le multibloc gaz. Ça c'est bon, là il n'y est pas là sur ce cas-là, c'est pour contrôler, c'est un appareil qui permet de contrôler l'étanchéité du multibloc gaz. Bon, ça c'est obligatoire pour les brûleurs, je crois, qui dépassent les 1200 kW. Donc à partir de 1,2 MW c'est obligatoire, mais bon, pour les petits en dessous c'est pas obligatoire. Donc comme c'est pas obligatoire, bah, ça n'y est pas. Donc ça c'est la fameuse fiche européenne T1, T2, S3, B4, B5, T6, T7, T8. Donc ça va vers la chaudière, c'est l'aquasta limiteur, l'aquasta de régulation, l'aquasta de sécurité. Donc ça j'en parlerai quand j'aborderai ce sujet-là dans un article qui arrivera bientôt. 1, 2, 10, le servomoteur. La documentation nous montre les cams en présence et leurs fonctions. Donc là on voit le servomoteur en vue de dessus. Le nom des cams, MV, ST1, ST0, ST2. Là on voit 0, 0. Là on voit la valeur 30, 30. Donc ça c'est 0 degré, ça c'est 30 degrés. Donc 0, 10, 20, 30, 40, etc. jusqu'à 90 degrés. Là on voit l'arbre qui sort du servomoteur et qui est relié au clapet d'air. Là on voit donc l'interrupteur marche-arrêt. Première allure, deuxième allure. Bon, sur le brûleur que j'avais ça fonctionnait pas, mais je pense que c'est pour les forcer. Donc le servomoteur règle en même temps le volet d'air par la came à profil variable et la vanne papillon du gaz. L'angle de rotation sur le servomoteur est égal à l'angle sur le secteur gradué de la vanne papillon gaz. Le servomoteur pivote de 90 degrés en 12 secondes. Ne pas modifier le réglage des 4 cames équipant l'appareil effectué en usine. Contrôler que ces cames soient réglées comme suit. Donc la came ST2 90 degrés, c'est limite la rotation vers le maximum. Le brûleur fonctionnant en deuxième allure, la vanne papillon doit être ouverte complètement à 90 degrés. La came ST0 0 degrés, donc limite la rotation vers le minimum. Le brûleur éteint, le volet d'air et la vanne papillon doivent être fermés à 0 degrés. La came ST1 15 degrés règle la position d'allumage et de puissance en première allure. Donc là par contre, sur la documentation ils disent de ne pas modifier les cames, mais en réalité là, donc c'est vrai que sur ce brûleur là on touche qu'à la came ST1. Ça dépendra de la température de sortie des fumées. Si les températures des fumées sont trop faibles, eh bien, il faudra peut-être passer à 20 degrés ou 25 degrés. Donc il faudra modifier le réglage de la première allure. Après on a la came NV, donc 85 degrés, qui allume le voyant lumineux de la deuxième allure. Donc comme je vous l'avais dit dans le schéma électrique, il y a un petit appareil en bas à droite. Vous avez dit qu'il ne servait pas à grand chose. En réalité, ça sert il y a des diodes de fonctionnement, quoi. Donc voilà. Donc là après on peut voir une représentation un peu zoomée du servomoteur. Donc on l'avait vu un petit peu tout à l'heure. Donc voilà le servomoteur, voilà le brûleur. Donc lui il contrôle cet axe là, il est relié directement donc au moteur du servomoteur qui est un moteur je crois synchrone et qui est relié sur le clapet d'air par le biais justement de ce système de cam variable. Donc là on a une cam, une biellette là, qui lui est relié sur, il est relié sur le clapet gaz. Donc voilà la légende du servomoteur. Et là on a un petit schéma qui nous montre comment les modifier. Une petite clé Allen, mais vraiment toute petite, hein, vraiment la minuscule.
et on rentre dedans, puis on tourne. Voilà. Voilà pour le servomoteur. Donc, petite information complémentaire. Donc là, on voit sur le fonctionnement justement du servomoteur qui est relié au volet d'air. Donc là, on voit bien le servomoteur qui est ici. Bon, là, c'est à 4,49 de la vidéo. Là, je l'ai débrayé, je suis en manuel, c'est-à-dire que je bouge avec la main. Donc là, on voit là justement l'axe qui sort du servomoteur, il est relié à cette cam. Et cette cam là a un profil variable. C'est ce qu'on voit là, cette petite tige en ferraille là. Et justement, les vis là décalent la tige en ferraille. C'est-à-dire que la tige en ferraille est accrochée à la vis. C'est-à-dire que vous pouvez dévisser la vis, vous allez tirer la tige, et si vous la vissez dans ce sens-là, vous allez la pousser. Et là, on voit là, il y a un petit roulement là, donc une petite roue. Et là, on voit un levier. Ce levier est relié directement au clapet d'air. Et donc, lorsque la cam tourne avec le servomoteur, et bien, suivant le profilet que vous avez mis, parce que bon, ça c'est fixe au niveau de l'axe d'inclinaison, par contre, ça c'est pas fixe. Donc, quand ça va tourner, ben, ça va plus ou moins pousser donc le roulement, bon, pour que ça, c'est pour pas accrocher la cam, hein, pour que ça roule. Et ça va bouger donc ce levier, et ça va faire ça. Ça va l'ouvrir ou le fermer. Donc pour bien visualiser le fonctionnement du servomoteur, donc là je vais vous montrer par exemple un exemple sur le RL28M. Donc c'est un brûleur fuel modulant. Donc lui, il a une particularité, c'est qu'il a une cam variable donc pour l'air. Là on voit le levier là qui est ici là. Donc ça c'est le clapet d'air qui s'ouvre et qui se ferme. Et comme c'est un brûleur fuel modulant, donc qui régule sur le retour d'un gicleur fuel, donc c'est des gicleurs spéciaux. Et là on voit la cam qui appuie sur ce petit levier et qui va, donc c'est une sorte de limiteur de, pas de pression, mais qui va ajuster le débit sur le retour, ce qui fait que plus il y aura de fuel, plus il y aura de puissance, moins il y aura de fuel, moins il y aura de puissance. Donc là je vous montre. Donc là on voit la cam à profil variable, c'est celle-là. On voit les vis ici là. Donc là ces vis là elles sont scellées sur la cam, sur le profil qui est variable. Donc comme je vous l'ai dit avant, donc si je visse je pousse, si je dévisse je tire le profilet. Et on voit que entre ici et ici là, cette vis là elle est pratiquement entièrement dévissée, donc c'est le minimum. Et cette vis là est pratiquement entièrement vissée, c'est le maximum. Donc il faut visualiser le profilet, hein. Donc à chaque fois que le servomoteur va tourner, et ben, il va appuyer sur ce levier, donc qui va pousser ce petit vérin et qui va augmenter la puissance au fur et à mesure. Donc en fonctionnement, ça donne ça. Donc là c'est un modulant, donc il avance pratiquement. Bon, c'est pas du pas à pas, mais c'est pas un moteur pas à pas, mais le régulateur lui envoie une impulsion. Et voilà. Donc là, si vous voulez la voir, celle-là, vous allez sur la chaîne, hein, et vous allez sur la playlist. Vous allez sur la playlist fonctionnement RL28M et c'est la vidéo RL28M modulant en fonctionnement. 1 de 11, le diagramme de phase. La possession du diagramme de phase est indispensable. Il montre le fonctionnement dans le temps du brûleur. Ce document est indispensable pour faire un dépannage raisonné et efficace. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le diagramme de phase du brûleur, donc du fonctionnement du coffret de sécurité. Le diagramme de phase, en réalité, c'est une représentation graphique. Le diagramme de phase représente le fonctionnement graphique du coffret de sécurité, hein. Coffret de sécurité, on va dire que c'est un automate spécialisé pour ce procédé-là. Donc là, je l'expliquerai sur un article ultérieur, hein, parce que ça peut être assez long. Donc en français, donc là on a le diagramme de phase, hein. TL, bon, ils appellent ça la télécommande. Limiteur, bon,
en France, on dit pas télécommande, on dit l'Aqua. Donc c'est l'Aqua limiteur, TL. TR, c'est l'Aqua de régulation. M, c'est le moteur du ventilateur. Donc ça, c'est le transformateur haute tension pour l'arc électrique. VRVS, donc ça, c'est le multibloc gaz. M, c'est le fonctionnement, donc ça, on voit un petit clapet là, ça c'est le fonctionnement du servomoteur. Là, on a une petite flamme, une grande flamme, donc c'est première allure, deuxième allure. Et ça, c'est le bouton de rarmement, d'acquittement. Donc là, on a donc, quand c'est noir, ça veut dire que l'état est à 1, et quand c'est blanc, c'est que l'état est à 0. Donc c'est la logique de base. Hein. Bon, ça, c'est le diagramme de phase, c'est une représentation graphique particulière. Hein. Ils auraient pu représenter ça en, je vais pas dire en graphe 7, mais pas loin, quoi. Donc là, après, on a une traduction en français du fonctionnement du brûleur. Donc ça, c'est bien. Riolo le fait, mais il faut savoir que dans beaucoup de documentation, il y a juste ça. Juste le diagramme de phase, mais il n'y a pas d'explication. Donc le diagramme de phase, quand même, est un des documents les plus importants. En tout cas, pour le dépannage, c'est le document le plus important, parce que ça permet de savoir exactement le comportement attendu du brûleur à un instant donné. Parce que là, vous voyez là, les chiffres, là, 18, 46, 55, c'est le temps. Donc voilà. Donc, pour ceux qui veulent le lire, ben, donc, fonctionnement brûleur, démarche brûleur, donc vous avez toutes les étapes. Hein. Donc ben, vous appuyez sur pause sur YouTube. Bon, je ferai quand même un petit article là sur le diagramme de phase. Hein. Donc après, Riello nous fournit un petit diagramme de phase lorsqu'il y a un problème. Hein. Donc vous voyez là, il y a l'arc électrique. Le multibloc gaz s'ouvre, donc il y a un temps de sécurité, on voit que ça s'ouvre pendant 3 secondes, 59-62. Et il n'y a pas de détection flamme. Donc les petites flammes là, il n'y a pas de détection flamme. Donc ben, le brûleur se met en défaut. Et donc là, cette partie-là est à 1. Et il faut appuyer sur ce bouton là pour acquitter. Et là, on voit la Costa limiteur, la Costa régulation, donc qui sont par consigne et qui sont demandent, qui demandent la mise en marche du brûleur. Mais comme il n'y a pas de flamme, ça s'arrête. Donc une petite explication là, justement lorsqu'il y a un défaut, comment ça se comporte. Hein. Donc fonctionnement, ils appellent ça fonctionnement de régime, absence d'allumage, extraction de brûleur en fonctionnement. Donc là, pareil, hein, si vous voulez le lire, bah, appuyez sur pause. Grand 2, divers renseignements. Donc là, on a un petit schéma qui nous montre bah, la prise pression brûleur PBR. Donc la prise pression tête brûleur qui est ici. Alors, on avait vu la petite prise de pression là qui est juste avant le clapet gaz. Donc la delta P tête brûleur, c'est la pression de tête brûleur, moins pression foyer chaudière. La prise de pression foyer est sur le viseur de flamme. Elle sert à la ventilation du viseur. Donc c'est-à-dire que souvent dans les chaudières, il y a un viseur avec un petit carreau. Et si on ne ventile pas ce carreau, bah avec la chaleur, il se casse. Donc là, on a un schéma qui concerne l'ouverture du brûleur. Donc on voit qu'il faut dévisser là, en 5 là, les deux vis. Ce qui permet après de tirer le brûleur vers l'arrière et de le soulever, de mettre la goupille là, qui est ici pour le bloquer pour pas qu'il se referme. Et après on peut intervenir pour enlever la tête de combustion. Donc après un petit tableau, un aperçu de divers réglages pour des brûleurs gaz naturels. Donc là il y a la FBG Unit 350. Donc nous on utilise le RS38. Donc là on nous indique en première allure on devrait relever une pression de 3 millibars. Et en deuxième allure une pression de 6 millibars dans la tête de combustion.
avec un réglage de l'index, donc la cote Y sur 5, non sur 4. Bon voilà, bon, c'est des petites informations, hein. Donc grand 3, bilan de cette recherche d'informations. Donc c'est un petit chapitre là. Donc maintenant nous connaissons les valeurs de réglage du brûleur. Grâce à ces données, nous pouvons nous préparer à la mise à feu. Donc dans le prochain épisode, PG03, donc brûleur gaz 3, la première mise à feu, checklist, prochainement. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne Temet Lardy et à mon blog e-génieclimatique.com et vous pouvez aussi voter pouce vert en bas à droite de la vidéo. Merci et à bientôt.